Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Les résultats provisoires de la commune de Matoto ont été rendus publics par la commission administrative de centralisation des votes. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel ont tous les deux obtenu 14 sièges. Un résultat que celui d'Alain Diallo conteste. Une autre tension pointe à l'horizon. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a décidé de déclencher une grève illimitée ce lundi 12 février sur toute l'étendue du territoire national. À l'Ouganda, chez les Pokotes, la lutte contre l'excision s'intensifie. Des guérisseurs et chefs coutumiers Pokotes ont été engagés pour stopper cette tradition d'ici à 2030. Bienvenue à tous. Les Guinéens attendent toujours les résultats officiels du scrutin du 4 février dernier. Mais déjà, la commission administrative de centralisation des votes a fait connaître les résultats provisoires de Matoto. Et pas de vainqueur entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Ils obtiennent le même nombre de sièges, soit 14 chacun. L'UFR, qui s'en sort avec 7 sièges, arrive en 3e position. Ces résultats sont contestés par l'UFDG qui parle plutôt de 15 sièges obtenus dans la plus grande circonscription électorale du pays. Mariam Fodé-Camara. Le résultat des travaux de la commission de saisie du candidat de l'UFDG donne 15 sièges au parti. Face à ce calcul, Kalimondo, par la voix d'Ismaël Doucouré, dit ne pas comprendre comment le RPG peut avoir le même nombre de sièges que sa liste. Nous avons appris qu'il y a eu un résultat pour lequel on nous donne 14 conseillers à l'UFDG, on donne 14 conseillers à RPG et 7 à l'UFR. Je dis donne, on n'attribue pas, en fait on a attribué, on ne l'a pas fait sur la base des résultats. Les résultats que nous avons donnent 15 conseillers à l'UFDG, 14 à RPG. Ismaël Doucouré dénonce la perte de 92 procès-verbaux à la centralisation. C'est pourquoi il compte porter plainte contre le président de la CECI de Matoto. Les 92 PV étant rentrés au niveau de la centralisation, il faudrait qu'on les sorte. S'ils ne sont pas à mesure de sortir les PV, on va porter plainte contre M. Sangaré, qui est celui-là même qui est chargé de recevoir les PV. Des recours sont envisagés par le parti si les 92 PV ne sont pas retrouvés. Puisque nous avons les PV, nous avons intenté de recours au niveau du tribunal de première instance, qui est le tribunal compétent, parce que nous n'accepterons pas des résultats truqués. Nous allons demander à nos militants de se mobiliser pour réclamer vraiment le respect de leur vote. Alpha Oumar Tarandiallo est candidat indépendant. Il salue la participation des candidatures indépendantes, même si certaines n'ont pas obtenu de siège, et promet de tirer les leçons pour les futures élections. Quand on n'a pas obtenu le résultat qu'on voulait, il y a quelque chose qui n'a pas marché au niveau du travail et au niveau de la stratégie que nous avons mise en place. Nous allons corriger cela, nous allons nous retrouver, nous allons tirer les leçons, pas seulement en nous focalisant sur ce que les autres ont fait contre nous, mais comment nous-mêmes, on a travaillé pendant cette période-là et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous allons tirer les leçons là. Ce sera des leçons objectives. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Au menu des discussions, la nomenclature des services publics dans la loi des finances 2018 et les dispositions envisagées pour la concrétisation des engagements pris par les partenaires pour financer le PNDS. Décryptage de cette session avec Mamadou Boy Diallo. Au cours de cette session, la communication des ministres du budget et celle du plan et de la coopération internationale ont dominé les discussions. Pour le ministre du budget, il est important de procéder à la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire intégrant la loi des finances 2018 dans la chaîne des dépenses afin de mettre à jour les crédits alloués aux départements ministériels et autres structures. Que des dispositions sont prises au niveau des services techniques du département en charge du plan pour procéder à la codification des nouvelles structures, à la mise en jour de la dénomination des services et à la suppression de ceux qui ne figurent plus dans les cadres organiques des ministères.
Les 16 et 17 novembre dernier, s'est tenue dans la capitale française la réunion du groupe consultatif sur le PN2S avec à la clé une annonce d'aide de plus de 20 milliards de dollars des partenaires financiers. La ministre Mamakani a envisagé des dispositions pour la concrétisation des engagements pris. Une deuxième série de correspondances est envisagée dans le but d'obtenir par écrit la confirmation des annonces, leur projet d'application et la désignation des personnes de contact pour le suivi. Une troisième série suivra pour arrêter avec les partenaires les arrangements institutionnels et les instruments programmatiques de concrétisation de leurs engagements financiers. De son côté, le ministre des Postes et Télécommunications a informé le Conseil que le pays est désormais doté d'un point d'échange Internet qui sera lancé dans les prochains jours. Ceci aura pour avantage d'améliorer la qualité du service Internet et une réduction considérable du coût de la communication. A noter que le Conseil des ministres n'a fait aucune déclaration sur les violences post-électorales enregistrées à travers le pays et qui ont fait au moins 7 morts. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, a décidé de déclencher une grève générale et illimitée à partir du lundi 12 février 2018 dans le secteur de l'éducation et sur toute l'étendue du territoire national. La décision de lancer cette grève est motivée, selon le secrétaire général de ce syndicat, par l'expiration du temps accordé à la négociation des religieux. Aboubakar Souma et ses hommes promettent de poursuivre le mot d'ordre de grève sur l'étendue du territoire national jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Reportage Mohamed Valek Touré et Ibrahim Assouma. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, que dirige Aboubakar Souma, maintient son mot d'ordre de grève ce lundi 12 février. Nouvellement élu à la tête du SLEG, comme il affirme, Aboubakar Souma revient sur les engagements pris par le gouvernement à travers les autorités religieuses. L'engagement qui nous a été pris par les religieux, à savoir le grand imam de Conakry et Monseigneur l'archevêque, n'est-ce pas, de Conakry aussi, cet engagement n'a pas été respecté. Pour une sortie de crise, puisque nous étions en situation de grève, et nous leur avons fait une proposition. Et quelle était cette proposition? C'était de payer 20%, n'est-ce pas, de 40% de la valeur monétaire du point d'indice qu'on nous a volé, que l'État nous a volé, de payer cela en fin novembre. La grève est maintenue ce lundi 12 février 2018, une crise répétitive que doit connaître à nouveau le système éducatif guinéen. Mais pour lui, cette date ne sera jamais annulée, comme pour dire que le temps moratoire n'a pas été respecté par les autorités. La grève, c'est le lundi 12 février 2018. Nous avons demandé à tous les parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, de ne pas les envoyer à l'école, puisque les enseignants, n'est-ce pas, ce ne seront là pas là. Donc, j'invite les parents d'élèves à se ressaisir, à comprendre que nous nous battons pour la qualification du système éducatif guinéen. Le syndicaliste Aboubakar Souma appelle les enseignants et chercheurs à rester à la maison. Et au même moment, l'État userait des voies de menace et d'intimidation pour dissuader des enseignants. Dans certains établissements, il est rare d'entendre parler de cette grève. Dans d'autres, élèves et enseignants ont reçu des consignes fermes de ne pas suivre à la manœuvre proviseur et censeur veille au grain. Mohamed Kalisso et Aloussène Kamara. Visiblement, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour boycotter la grève annoncée le 12 février par le SLEG version Aboubakar Souma. Dans certaines écoles, pas question de parler de cette grève. Au lycée Léopold Sédar Senghor, par exemple, le proviseur nous a interdit d'accéder à la cour. Au lycée Ahmed Sékou Touré, des consignes fermes sont données aux apprenants et enseignants. Je peux dire que la grève est illégale. Les informations qui me sont livrées, je ne reconnais pas Aboubakar Souma comme étant leader du SLEG, comme étant représentant du SLEG. Cet autre enseignant relève de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Il ne se sent pas concerné par cette grève. Lorsque ma fédération me dira d'aller en grève, j'irai en grève. Pour le moment, je suis les inscriptions de ma fédération professionnelle de l'éducation qui a fait une déclaration
qu'elle n'ait pas d'avis pour la grève qui s'annonce le lundi. Dans un langage approximatif, des élèves rencontrés sur le terrain expriment leurs préoccupations. Ils invitent l'État à ouvrir des négociations avec les enseignants. Si les cours sont perturbés, on ne peut pas évoluer comme ça, tu vois. Ça sera la perte d'évaluation, tu vois. Non, moi je veux qu'on évolue. Et non qu'à cesser la solution, même si c'est 60% par rapport aux syndicats pour régler ce problème. Désormais, les regards sont tournés vers le 12 février pour savoir qui d'Aboubacar Souma et du gouvernement sera suivi par les enseignants. Le colloque international sur les regards éthiques pluridisciplinaires en sciences sociales, environnement et santé a pris fin ce jeudi à Conakry. Et durant 3 jours, les participants venus de plusieurs pays ont échangé sur les expériences et perspectives de la recherche en Afrique de l'Ouest, une initiative du Comité national d'éthique pour la recherche en santé de Guinée avec l'appui de l'Institut de recherche et de développement de la France. Un reportage Idrissa Barry. Durant 3 jours, les chercheurs et acteurs du développement dans les domaines des sciences sociales, en environnement et la santé ont discuté autour du thème de cette rencontre dont l'objectif est de discuter, échanger et partager les expériences sur la morale dans les recherches scientifiques. Pour la recherche a un rôle important pour l'évolution de la société, pour trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser. Mais il faut que cette recherche, elle soit éthique. Donc c'est de ça qu'on a débattu vraiment. Comment faire pour rendre la recherche encore plus éthique peut-être qu'elle ne l'est aujourd'hui. Durant les différents panels, les chercheurs ont abordé l'éthique dans tous ses sens en vue d'améliorer les lacunes dans la recherche en Guinée. Dans le domaine de l'environnement, de jeunes chercheurs ont présenté un thème sur la gestion des déchets électroniques. Dans le secteur de la santé, une présentation sur les mutilations génitales féminines, mais aussi sur la gestion des crises sanitaires comme Ebola. Donc, il est important qu'aujourd'hui ce type de colloque nous permette justement de réquestionner complètement la question de l'éthique et de profiter justement de cette crise qu'on a vécue chez nous sur le plan international, bien sûr, pour dénoncer certaines parties. D'où aujourd'hui la nécessité, d'ailleurs, dans le cadre de ce colloque, nous avons réussi, en tout cas les socianthropologues, à introduire un concept très important qu'on appelle aujourd'hui l'anthropoéthique, c'est-à-dire que réintroduire un peu la dimension sociale, la dignité humaine, le respect de nos traditions, des pratiques, dans les processus et dans les protocoles médicaux qui sont des protocoles extrêmement fermés. Dans ces recommandations, les chercheurs ont proposé de sortir un livre sur les thèmes qui ont été abordés durant cette rencontre. Les participants ont aussi plaidé pour une meilleure amélioration et un renforcement des comités nationaux d'éthique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Des acteurs de la santé viennent de boucler 2 jours d'échanges fructueux sur la problématique du renforcement de la surveillance épidémiologique et de la sécurité sanitaire. Des échanges fructueux car ils ont permis de faire le diagnostic de la situation. Toutes les structures concernées ont été mises à contribution pour mûrir une stratégie efficace de riposte à d'éventuelles épidémies. Mohamed Amaro Kamara et Aboubakar Din Kamara. À l'issue de ces 2 jours d'intenses travaux, les participants se sont accordés sur principalement la complémentarité et la coordination entre les structures chargées de gérer les données de la surveillance épidémiologique. Il faut reconnaître que la plupart des attributions de différents services qui sont impliqués dans la gestion, il y a assez de doublons et interférences. Donc nous devons relire nos différentes attributions pour qu'il y ait un peu plus de coordination pour éviter les interférences. Le deuxième, c'est qu'on s'est entendu qu'il faut qu'on mette en place un mécanisme de coordination de nos interventions et des instances où on doit échanger pour mieux clarifier nos différentes actions qui doivent concourir à renforcer la surveillance et la sécurité sanitaire. En 2014, Ebola a montré la fragilité du système de surveillance épidémiologique guinéen. Plus de 2000 personnes ont péri faute d'une stratégie efficiente de riposte, reconnaissent les acteurs de la santé. Pour les experts, c'est une expérience que la Guinée doit user pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence. La Guinée est riche
du capital expérience de la maladie, de l'épidémie de maladie à virus Ebola. Et ce capital expérience ne doit pas se perdre avec le temps, il doit se renforcer, il doit s'enrichir et il doit devenir un puissant outil aux mains de la Guinée pour pouvoir éviter d'autres catastrophes similaires à l'avenir. Une première étape de cette démarche a consisté à la création en juillet 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, chargée de la mise en place d'un plan d'intervention pour les urgences et le renforcement des capacités du personnel en matière de surveillance et de prise en charge. À la première session 2018 du comité de pilotage du projet d'appui au secteur agricole s'est ouverte ce vendredi à Bouquet. Cette journée était portée sur des échanges entre les acteurs agricoles et de l'élevage. C'est un financement de la Banque mondiale. Foudomar Camara et Salou Fossissé. Cette rencontre de Bouquet vise à renforcer la capacité des institutions ciblées du secteur rural, mais aussi à appuyer la mise en œuvre effective du plan national d'investissement et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais que les acteurs ici présents aujourd'hui sachent que ces outils les appartiennent. Les appartiennent du temps que le président de la République met tout en œuvre pour que les bailleurs de fonds viennent et nous appuyer. Mais il ne s'agit pas de nous appuyer tout simplement, il s'agit de mettre en œuvre ce que nous voulions ici, conformément à la vision de la présidente de la République. Donc je m'attends à des résultats très concluants. Après 3 ans d'exécution du projet, le secteur agricole dans son ensemble se réjouit des meilleures dispositions prises de la coordination opérationnelle à travers des résultats significatifs sur le terrain. Actuellement, nous constituons une équipe compacte au niveau des BSD. Tous les BSD des 4 sous-secteurs travaillent en tandem sur le sujet en parfaite harmonie. Et nous aurons souhaité que, avec ou sans PASAC, que cette dynamique continue pour le bien-être de la nation, pour le bien-être des populations, pour l'atteinte des objectifs. Les autorités locales de Bouquet se disent satisfaits de la tenue au chef-lieu de la région de cette première session 2018 du comité de pilotage stratégique de projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Nous accompagnerons, n'est-ce pas, notre gouvernement à faire de sorte que ce projet connaisse une réalité. En Afrique, pour combattre l'excision, des guérisseurs et chefs coutumiers Pakot ont été engagés pour stopper cette tradition en Ouganda. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Cette femme Pokot, coiffée d'une plume, réalise une excision au milieu de la forêt. Même si la pratique a été interdite en 2010 en Ouganda, elle perdure en secret dans cette région du nord-est du pays. L'ONU estime que plus de 90% des femmes Pokot ont été excisées. Dans cette communauté traditionnellement pastorale, les hommes peuvent s'absenter pendant de longues périodes. La coupe est une façon de s'assurer que les jeunes femmes resteront fidèles. Je n'ai pas trouvé cela difficile, parce que c'était un processus de la féminité, pour une fille de devenir une femme. Même si c'était douloureux, c'est juste une fois. Dans la communauté Pokot, l'excision marque l'entrée de la fille dans l'âge du mariage. Elle est également un rite spirituel. Pour ces anciens, cette pratique repousse les esprits assoiffés de sang et protège leurs filles. Christine a été excisée quand elle avait 12 ans. Donner naissance a été si douloureux qu'elle ne laissera pas ses filles se faire exciser à leur tour. Chaque fois que j'accouche, les médecins doivent m'ouvrir à nouveau. À l'hôpital, ils nous disent d'arrêter l'excision parce que ce n'est pas bon, parce que nous souffrons. Malgré les efforts des autorités locales et du gouvernement ougandais, la loi contre les mutilations génitales féminines reste difficile à appliquer dans ces zones reculées où la coutume est très ancrée. Pour combattre la tradition par la tradition, des guérisseurs et chefs coutumiers Pokot ont été engagés pour stopper cette pratique. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030.
Pour lutter contre les déserts médicaux, le gouvernement veut développer la télémédecine avec un objectif de 500 000 actes dès 2019 et presque 3 fois plus en 2022. Des négociations sont en cours entre l'assurance maladie et les médecins pour en fixer les règles et les tarifs. Sans attendre, une entreprise française a lancé une cabine médicale connectée qu'elle présente comme une pionnière dans le domaine. Suivez. Anaïs est employée dans un grand groupe immobilier installé aux portes de Paris. On lui a proposé d'expérimenter la cabine médicale connectée, récemment installée par son entreprise. Veuillez patienter le temps que le médecin se connecte. Voilà, je me présente, je suis le docteur Faure. En fait, ce matin, je ne me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la gorge, ça me pique un peu. En face de la patiente et via un écran vidéo, le médecin va demander à la jeune femme de procéder elle-même à plusieurs examens. Prise de tension, de température, inspection du fond de gorge, tout se fait grâce à des appareils connectés, même le délicat examen des tympans. Vous allez donc rentrer l'otoscope le plus profondément possible, ça ne va pas vous blesser, ça ne va pas vous faire mal, vous allez avoir le retour sur l'écran. C'est la partie qui est blanche, vous voyez, nacrée, qui est au fond. Une vingtaine de minutes plus tard, le médecin fait imprimer à distance une ordonnance pour sa patiente et fait suivre un compte-rendu au médecin traitant. J'ai mon ordonnance, je peux faire un saut tout de suite pour aller chercher mes médicaments. Je n'ai pas besoin d'attendre le soir à mon retour du travail pour trouver un médecin disponible et pour trouver une pharmacie encore ouverte. Donc oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné du temps avec la même efficacité que pour une consultation classique. Installé en cabinet généralement situé non loin de la cabine, le médecin a un retour son et vidéo, mais il reconnaît que cela ne remplace pas un examen en face à face. Un patient qui a une douleur abdominale ne rentrera pas dans la cabine de téléconsultation. Le même cas, une douleur thoracique ou voilà, il y a des critères d'exclusion. Conçue par la société H4D, cette cabine de télémédecine se veut unique au monde à ce niveau de prestation. Reste à obtenir une prise en charge par la sécurité sociale, car jusqu'à présent, tout est financé par des assurances et des mutuelles. L'entreprise paye de son côté 3 à 5 000 euros de location par mois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au plus on rendra simple l'accès au remboursement, au plus on pourra répondre très clairement à cette problématique de l'accès aux soins dans les déserts médicaux qui pénalisent aujourd'hui entre 4,5 et 5 millions de Français au quotidien. La cabine connectée sera-t-elle l'une des solutions aux déserts médicaux? Pour l'instant, seule une quarantaine ont déjà été installées, dont une quinzaine à l'étranger. Mais la petite entreprise française promet d'en vendre plusieurs centaines d'ici 1 an et demi. Après 3 années consécutives de sécheresse, le Cap, la deuxième ville d'Afrique du Sud, s'apprête à vivre une situation inédite pour une mégapole des temps modernes. L'eau pourrait ne plus couler au robinet. Suivez. Une longue file d'attente devant un point d'eau. Les habitants du Cap se préparent au pire. Alors que la capitale sud-africaine connaît sa plus grande sécheresse depuis plus d'1 siècle, la ville a annoncé qu'elle pourrait fermer les robinets à la mi-mai. Cette date butoir a pour nom le jour 0. Nous avons juste dû en quelque sorte reconfigurer nos vies, des vies sans eau municipale, parce qu'on s'attend à ça, le jour 0. Ouvrir ce robinet et qu'il n'y ait rien. Mais dans certaines parties de la ville, ne pas avoir d'eau courante est déjà une réalité. Dans ce quartier, les résidents dépendent des robinets communautaires. Au Cap, les zones les plus riches représentent 65% de la consommation totale d'eau de la ville. Ces quartiers densément peuplés n'en utilisent, eux, que 5%. Ici, quand les robinets sont coupés, la vie s'arrête. Oh, c'est terrible, parce que parfois il n'y a même pas de note quand l'eau est coupée. Il suffit d'aller au robinet et d'un coup, il s'arrête. Et toi, tu travailles, les enfants sont censés aller à l'école. Tout ça arrive près des toilettes, donc l'hygiène nous affecte aussi car on n'a pas d'eau pour tirer la chasse. À partir du jour 0, seuls 200 points d'eau publique seront disponibles pour une grande majorité des 4 millions d'habitants.
sous surveillance policière. Les habitants du Cap concernés devront faire la queue pour obtenir leur ration quotidienne de 25 litres d'eau par personne. Les autorités locales ont promis que les personnes les plus vulnérables seraient épargnées par les coupures. Les hôpitaux du Cap, maisons de retraite et orphelinats resteront approvisionnés en or bleu. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web à www.espacetv-guinée.info et bonsoir.